Salut Thomas. Bonjour. Alors je suis très heureuse de te recevoir sur Où est le bon. Toi tu as une ferme, pas n'importe quel type de ferme d'ailleurs. Tu fais de l'aquapermaculture. Tu as créé la ferme des Quatre Marais, je crois que c'était en 2018. Tu vis à l'île de Ré et donc tu cultives dans, c'est ce qu'on appelle les marais salants, c'est ça? Alors, c'est des clairs ostréicoles qui sont d'anciens marais de Salon, effectivement, mais qui ont été recreusés il y a quelques années, principalement pour faire de l'affinage d'huîtres au départ. Ok. Et donc aujourd'hui, toi, tu cultives à la fois des algues, de la laitue de mer, mais aussi des crevettes, des bigorneaux, des herbes aussi. Tu les as pas choisis par hasard, en fait. Tu vas nous expliquer tout ça. Mais cette culture et cette production est le fruit d'un biotope que tu as recréé et qui ne génère aucun déchet. Mieux, on pourrait même dire que tu as créé des cultures qui constituent vraiment des cercles vertueux qui régénèrent en fait presque les écosystèmes, on va le voir. Quelque part, ton activité produit des services écosystémiques. En tout cas, tu mets les interactions en fait à l'œuvre pour que ces services gratuits du vivant s'expriment, que toutes les interdépendances, tu vois, soient un peu magnifiées finalement et donnent le meilleur d'elles-mêmes. Donc, tu crées des chaînes alimentaires naturelles bio-optimisées. C'est un peu un jargon, voilà, mais on va tout comprendre. C'est assez inédit. Voilà que tu as un peu en pionnier invité une production aquacole complètement novatrice dans les marais de l'île de Ré. Alors, pour commencer cette conversation, j'aimerais te demander en fait de nous faire un petit point définition pour que tout au long de cet épisode, on te suive tous bien. Parce que tu sais, c'est la première fois dans ce podcast qu'on parle d'aquaculture, enfin voilà, de tout ce qui est produit dans l'eau en fait. Donc on n'y connaît pas grand-chose. Est-ce que tu peux nous commencer, tu vois, peut-être par nous expliquer déjà l'aquaculture, qu'est-ce que c'est? Alors, comme tu l'as dit, l'aquaculture, c'est la production d'espèces aquatiques. Donc, c'est quelque chose qui est très, très varié. Parce que dans l'aquaculture, on va avoir par exemple la pisciculture, qui est la production de poissons, l'ostréiculture, qui est un peu plus connue, qui est la production d'huîtres. Mais il y a aussi maintenant de plus en plus l'algoculture, donc la production d'algues. On va pouvoir produire vraiment de tout, du homard, des palourdes. L'aquaculture vraiment représente tout ce qui est production du vivant aquatique. Donc aussi bien d'ailleurs en eau de mer qu'en eau douce. Ok. Et est-ce que du coup, aujourd'hui, de manière un peu majoritaire, on peut dire que l'aquaculture, c'est de la monoculture? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les schémas traditionnels aquacoles sont un petit peu les mêmes que ce que l'on va retrouver au niveau terrestre. C'est pour des questions on va dire, de simplicité, de mise en œuvre, c'est qu'on va produire souvent ce qu'on appelle en monospécifique, donc une seule espèce au même endroit. D'accord. Quand on voit par exemple les productions de poissons, si c'est du saumon ou du bar, ça va être des cages où il y aura principalement que ça. Quand on fait des huîtres, souvent on fait que des huîtres. Voilà, aujourd'hui on est vraiment sur la monoculture principalement, bien que ça commence quand même à se diversifier. Parce que tu vois, moi je trouve que quand on parle d'aquaculture, moi les images en tout cas qui me viennent en tête, et encore une fois je suis pas une spécialiste, mais tu vois c'est vraiment ces images de fermes aquacoles immenses avec des milliers de poissons agglutinés dans des filets. Enfin, si on a un espèce de ressenti assez négatif, est-ce que il y a des idées reçues? Parce que j'imagine aussi que c'est pas si simple et que finalement tu sais, il y a ce truc de l'élevage versus le sauvage, les poissons. Enfin, quel est le regard aujourd'hui en tant qu'un peu spécialiste là, tu peux nous partager? Alors oui, moi je pense que l'aquaculture clairement a mauvaise presse à tort. Alors c'est comme dans tous les domaines, il y a des gens qui travaillent, on va dire pas très bien, mais il y a beaucoup de gens dans le milieu aquacole qui essayent de faire les choses bien et proprement. Alors effectivement, quand on regarde une ferme aquacole, on va reprendre l'exemple de l'élevage de bar dans les cages en mer. On voit qu'il y a beaucoup de poissons qui sont enfermés dans ces cages. Et il y a beaucoup de cages au même endroit. Donc ça a effectivement un impact sur l'environnement, mais souvent ces cages sont quand même placées à des endroits où il y a des renouvellements d'eau importants, donc les excréments vont être disséminés dans la nature, ils vont un petit peu s'agglutiner autour, mais très peu finalement.
Après, il y a des choses qui sont moins bien faites. On a eu le cas du saumon, où il y a des traitements antibiotiques, puisque là, pour le coup, les poissons sont élevés de façon très intensive. Mais ça, c'est pareil, on est en train de réduire ces impacts petit à petit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les produits aquacoles, souvent, sont nourris avec la plupart du temps, sont nourris avec du granulé pour poissons. Et finalement, ce granulé pour poissons, c'est une formulation qui a été faite avec beaucoup de recherche et développement, donc on leur donne pas n'importe quoi. Les produits sont très contrôlés en amont. Et il faut savoir qu'un poisson issu de l'aquaculture va être finalement moins chargé en métaux lourds qu'un poisson sauvage. Donc souvent on se dit le sauvage c'est meilleur, mais sauf qu'un bar sauvage par exemple, pour faire 1 kilo de bar, il va manger je crois à peu près 10 à 20 kilos de poissons sauvages, alors qu'un kilo de bar d'élevage va manger 1,5 kg, non même moins que ça, il va manger moins d'1 kilo de poissons sauvages. Et du coup, il va beaucoup moins saturer en métaux lourds ou en microplastiques qu'un poisson sauvage. Mais ça, c'est aussi, quelque part, tu vois, c'est pas logique parce on se dit des poissons sauvages qui mangent d'autres poissons sauvages, ça devrait être moins toxique en fait. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, c'est un peu. Le problème, en fait, c'est qu'on mange, en France notamment, on a cette culture de manger les poissons qui sont en haut de la chaîne. On mange des poissons carnivores souvent. Du coup, ils ont eu le temps de bioaccumuler aussi bien les bonnes choses que les mauvaises choses. Et tu peux nous donner des exemples de poissons en bas de la chaîne ou en tout cas un peu plus qu'on mange pas? Justement, on est en train de plus en plus, dans le milieu aquacole, de s'orienter vers ces poissons-là. Je pense au mulet doré, qui est un très très bon poisson, qui est aussi fin que le bar ou le loup, suivant d'où on vient. Le mulet doré, c'est une espèce, les mulets, il y a plusieurs espèces, et il y en a une que l'on va retrouver dans les ports principalement. Celle-là peut se manger, mais bon, elle traîne un petit peu dans les ports. Mais par contre, le mulet doré est un mulet qui, lui, va plutôt être sur les eaux côtières. Et c'est un poisson qui va être à tendance omnivore et qui va manger, du coup, du fait d'être omnivore, il va manger aussi pas mal de végétaux ou brouter quelques coquillages dans son alimentation. Donc ça, c'est des poissons qui sont très bons gustativement et qui sont bons aussi au niveau biologique. Et il y a d'autres poissons qu'on va trouver en Méditerranée qui est la saupe. La saupe, c'est un poisson exclusivement herbivore. C'est un des rares poissons herbivores qu'on va trouver en Méditerranée. Okay. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on ne retrouve pas du tout sur les étals des poissonniers de nos marchés ces poissons-là? C'est parce qu'il y a un effet de mode un peu? D'après moi, c'est très culturel. On a tendance à manger plus facilement du bœuf que de la salade. C'est des habitudes alimentaires, bien que ça aussi, c'est en train de beaucoup évoluer en ce moment. Mais on retrouve la même chose chez le poisson, clairement. On va manger plus facilement un poisson carnivore qu'un poisson herbivore. Et de la même façon, on va manger plus facilement aujourd'hui un poisson que des algues, par exemple. Et justement, c'est pour ça que ça m'intéresse vachement aussi de te rencontrer, qu'on puisse discuter avec toi. Parce que nous, on a parlé dans ce podcast un peu des algues, mais du côté plutôt matériaux, tu vois. Donc, ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Et c'est absolument génial. Tu as un champ des possibles incroyable. Mais c'est vrai que l'algue, ça a un espèce de truc un peu de répugnant. Parce qu'on a cette image de quand on est petit, tu sais, aller dans la mer et se retrouver avec plein d'algues autour de la jambe. Et donc on se dit, à part quand on mange japonais, tu vois, il y a peu d'endroits ou de moments où en fait on se dit, ah bah je vais faire une petite salade d'algues, tu vois, tout seul. Enfin, je sais pas, c'est pas encore rentré dans nos habitudes. Et donc c'est pour ça que voilà, j'aimerais qu'on en parle ensemble. Mais avant, donc là on a défini un peu l'aquaculture, que tu nous parles de l'aquapermaculture, en fait. Tu peux nous expliquer? Alors oui, alors moi, pour être précis, le nom barbare de la technique que j'utilise, c'est aquaculture multitrophique intégrée. Donc je vais redéfinir. Donc aquaculture, on l'a vu, c'est la production d'espèces aquatiques. Multitrophique parce qu'il y a plusieurs niveaux trophiques qui sont intégrés. Les niveaux trophiques, c'est la chaîne alimentaire tout simplement. Donc là encore, on va avoir un carnivore qui est une espèce qu'on va nourrir. On va avoir des espèces ce qu'on appelle extractives qui vont extraire la matière organique au fil de l'eau. Et intégré parce que tout ça est présent dans le même circuit d'eau. Donc aujourd'hui, le concept, c'est un petit peu effectivement le même que la permaculture, à savoir que les déchets de certaines espèces vont être la nourriture des autres.
Et de ce fait, on va créer un cercle vertueux, on va clairement recréer ce qui se fait dans la nature, donc une chaîne alimentaire. Et dans la nature, enfin on le dit souvent, mais il n'y a pas de déchets. Vraiment, normalement, il y a zéro perte. La nature trouve toujours un moyen de recycler naturellement par le biais de micro-organismes ou de végétaux. Elle trouve un moyen de recycler la matière. L'être humain, nous, on pollue beaucoup, on a du mal à recycler. Ben, la nature, elle, ça fait des milliards d'années que le système est mis en place et est très bien fait. Donc moi, vraiment, l'idée, ça a été ça. C'était de m'appuyer sur des espèces qui existent, qui sont relativement simples, on va dire, à produire, qui sont présentes sur le lieu sur lequel je produis, et de les assembler. Quand je dis assembler, c'est-à-dire de les mettre dans différents bassins, de façon, on va dire, assez logique par rapport au système, pour que justement, là par exemple, je nourris, j'ai des petites crevettes qui sont ces petites crevettes qu'on appelle les crevettes du marais, c'est l'équivalent de la petite crevette rose. Donc ça, c'est une espèce que je vais nourrir et qui va se nourrir aussi. Donc quand je dis nourrir, c'est que j'apporte un petit peu de granulés bio pour les crevettes, spéciales crevettes. Mais elle va aussi beaucoup se nourrir naturellement, à savoir elle va manger des macroalgues dans le marais, elle va manger des petits vers, des petites choses comme ça. Elle va produire des excréments qui vont, eux, se retrouver dans le sol. Dans le sol, il y a ces fameux vers ou des bactéries qui vont me dégrader la matière organique qu'elles ont produite pour la rendre dissoute. C'est quand elle est dissoute, c'est-à-dire que c'est microscopique, ça se retrouve dans l'eau. Et là, à ce moment-là, ça devient la nourriture de microalgues. Donc les microalgues, c'est aussi ce qu'on appelle le phytoplancton, qui est à la base de la chaîne alimentaire. C'est ce qui donne cette couleur verte ou bleue ou enfin autre à l'eau. Et ces microalgues vont devenir dans mon système l'alimentation des palourdes. Donc les palourdes, elles vont me filtrer ces microalgues. Elles vont à nouveau à leur tour produire des macrodéchets qui vont être à nouveau mangés par les vers ou d'autres bactéries. Et ensuite, ça part dans un dernier bassin où là, j'ai cette fois-ci donc les macroalgues. Macro parce que c'est plus gros, mais ça reste de l'algue. Moi, j'ai choisi la laitue de mer parce que c'est une espèce qui a un très fort pouvoir épurateur et qui est valorisable aussi. Et donc la laitue de mer va complètement absorber tous les nutriments qui ont été produits par le système. Ce qui va me permettre moi finalement d'assainir complètement mon eau plutôt que d'avoir des gros filtres avec des UV, des choses comme ça. Ben moi j'ai de la laitue de mer et l'eau va en très grande partie retourner dans mon circuit où il y a les crevettes. Donc une fois qu'elle est épurée, qu'elle a été réoxygénée naturellement par les algues, elle va retourner dans le circuit pour tourner en circuit fermé. Et il y a une petite partie qui repart à la mer, puisqu'il faut quand même que je fasse un peu des renouvellements, principalement pour conserver une bonne salinité. Et quand je fais les analyses d'eau sur cette eau qui est rejetée dans le milieu naturel, elle est complètement épurée de toute matière organique. Non mais c'est fou. C'est-à-dire que du coup, presque elle est plus propre à la sortie enfin plus épurée à la fin de la chaîne. Alors ça m'est arrivé parce que moi je prends l'eau via un chenal qui est alimenté par l'océan, donc à marée haute. Ah d'accord, ouais. Et donc je fais des analyses de temps en temps, enfin même régulièrement, en entrée et en sortie. Et c'est vrai que cette eau de chenal, elle est naturellement riche quand même en matière organique, ce qui est complètement naturel. Le problème souvent en aquaculture, c'est que la quantité de cette matière organique dépasse les seuils de tolérance, on va dire, où là ça devient une sorte de pollution. Ouais, et moi effectivement en sortie de ferme, j'ai une eau où il ne reste plus du tout de matière organique. C'est fou. Donc ça s'appelle la phytoépuration ? Alors oui, le dernier maillon, c'est de la phytoépuration, clairement. Ça peut se faire à terre, on le fait de plus en plus dans les stations, certaines petites stations d'épuration passent par la phytoépuration, où on va planter des roseaux, des choses comme ça, qui grâce à leur système racinaire vont aller puiser les nutriments dans l'eau et du coup les bio-épurer. Mais moi, au lieu d'avoir des roseaux, j'ai des macroalgues en fait, qui font le même travail. Et là, du coup, tout ce système que toi, tu mets en place, c'est inspiré aussi des principes de la permaculture ou c'est autre chose ? C'est inspiré, oui, complètement. Moi, de toute façon, j'ai commencé par faire la permaculture dans mon jardin. J'ai vu qu'au plus on agradait les sols, c'est-à-dire qu'au lieu de les dégrader en mettant des produits phytosanitaires ou en tuant le sol, en désherbant un maximum, quand on agrade, c'est-à-dire qu'on amène de la matière
que ce soit du bois, de la paille, des choses comme ça ou des fertilisants naturels, on voit vraiment l'effet, surtout sur le long terme, où le vivant nous le rend en général. Et sur le potager, moi, ça avait donné des très bons résultats. Donc à la base, c'est ça, hein, c'est que je me suis dit, ça marche sur terre, ça va marcher dans l'eau, il n'y a pas de raison. Et après, le concept, c'est un petit peu le même, c'est-à-dire qu'on fait de la bio-intensification, à savoir qu'en produisant plusieurs espèces dans le même circuit d'eau, on ne produit pas beaucoup d'une seule espèce, comme c'est fait traditionnellement en aquaculture, mais c'est la combinaison de toutes ces espèces produites dans le même volume qui va faire que finalement on arrive à une production qui est assez importante par rapport à la surface exploitée. Pour nous donner quelques chiffres, entre la surface totale et ta surface exploitée, tu as une optimisation qui est plus importante que d'autres fermes. Alors moi c'est un peu particulier, alors j'ai pas vraiment les chiffres de la productivité sur d'autres fermes parce que moi c'est assez atypique. Oui. Bah oui. Non mais sur d'autres fermes normales, tu vois. Au niveau des rendements, par exemple, moi j'ai 1 hectare de terrain au total. Sur cet hectare de terrain, il y a à peu près, on va dire, les 3/4 qui sont en eau. Donc sur 1 hectare, l'an passé, par exemple, j'ai produit 110 kg de crevettes, 25 kg de palourdes, 1,5 tonne d'algues, 110 kg de poivre qui poussent naturellement et 500 kg de salicorne. Donc sur une année, ça représente quand même pas mal par rapport au volume d'eau et à la partie terrestre. C'est énorme. Et tu vois, là, quand tu parles de combinaison, comment est-ce qu'on a compris est-ce que c'est quelque chose, tu vois, de très scientifique ou est-ce que ça a été fait aussi de manière empirique, mais que tu avais certaines espèces végétales et animales qui, lorsqu'elles sont en relation, fonctionnent vraiment bien, ont une qualité de relation telle que du coup, ça devient presque un truc à somme positive, tu vois. Alors, il y a de la science, hein, forcément, il y a de la science partout. Empirique, ça l'est aussi, mais c'est surtout, pour moi, c'est beaucoup d'observation. C'est la même chose que sur le terrestre. Moi, je passe beaucoup de temps accroupi à regarder ce qui se passe dans l'eau, sans rien faire. Alors, c'est pas que je suis si poète que ça, mais finalement, on arrive à voir quelles espèces font quel travail, enfin travail entre guillemets, mais finalement si les espèces travaillent pour moi, un petit peu comme dans l'apiculture si vous voulez, où ça va être les abeilles qui vont travailler pour l'apiculteur. Moi c'est un petit peu dans ce concept-là, par exemple les crevettes quand j'étais envahi d'une certaine algue qui n'était pas exploitable, et en permettant aux crevettes de se développer de façon plus importante, elles m'ont complètement éradiqué cette algue. Donc elles sont venues me rendre service. Ça a été la même chose lorsque j'ai fait des travaux scientifiques. Oui, parce qu'en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que avant, toi, tu étais ingénieur et tu faisais justement de la recherche en aquaculture. Et je crois que c'est à l'occasion d'une étude que tu mènes à l'Institut que tu commences à découvrir aussi, que toute cette aventure de la permaculture, de l'AMTI là, que tu nous décrivais tout à l'heure débute. Et là, du coup, toi, tu n'étais pas du tout en milieu naturel, tu étais en bassin. C'est à cette occasion-là que tu avais commencé à avoir des problèmes et tu t'es dit, je vais solutionner ces problèmes avec d'autres espèces, en fait. Alors c'est ça à la base. Donc moi je suis ingénieur aquacole et tout a commencé à l'Institut océanographique Paul Ricard. Et j'avais commencé au départ à assembler plusieurs espèces. La première expérience s'est donc faite en bassin parce que dans le monde de la recherche, on essaye, enfin nous du moins, on essayait de faire ça dans des bassins classiques qu'on utilise en aquaculture, qui sont des bassins en résine, donc qui sont hors sol, ce qui permet de mieux gérer l'environnement, on va dire. Donc on peut les chauffer, on peut les laver facilement. Enfin voilà, c'est des milieux qui sont beaucoup plus contrôlés, ce qui nous permet de mieux gérer notre expérimentation. Et dans ces bassins, j'avais associé dans un premier temps du bar, qui était l'espèce nourrie, comme je l'expliquais. Donc eux, on les nourrissait classiquement. À la sortie de ce bassin, il y avait un bassin avec des oursins. Les oursins, ça avait pour but alors déjà parce qu'on travaillait dessus, c'était une espèce qui est assez intéressante. Et l'idée, c'était qu'ils consomment une partie du granulé distribué qui n'avait pas été assimilé par les poissons en amont. D'accord. Après ce bassin d'oursins, il y avait un bassin avec des vers. Donc toujours le même principe, les vers marins, c'est comme les vers de terre. Ils transforment la matière organique particulière, donc les petites pétoules, en matière organique dissoute. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui va être du coup assimilable par les algues. Et donc derrière ce bassin de vers, il y avait les fameuses laitues de mer. Et ça tournait en circuit fermé, un petit peu comme je fais aujourd'hui. Et on a eu effectivement quelques soucis qui ont été dans un premier temps
le phytoplancton a commencé, donc les microalgues ont commencé à fortement se développer dans tous les bassins, puisque c'était ensoleillé, on était sous une serre transparente. Et le fait que ça se développe, le phytoplancton est un concurrent de la macroalgue, puisqu'ils vont consommer les mêmes nutriments. Du coup, on a eu au départ une baisse de croissance sur la macroalgue. Donc pour remédier à cela, on a tout simplement rajouté quelques kilos de moules dans le bassin où il y avait les oursins, puisque l'idée étant les oursins étaient au fond, on s'est dit on a quand même tout ce volume d'eau qui est inexploité. Donc finalement, ça a eu un double effet. On a pu exploiter ce volume d'eau qui ne l'était pas. Et en plus, les moules ont complètement filtré le phytoplancton. Et on s'est retrouvé avec de la production de moules, plus de phytoplancton et du coup une meilleure production de laitue de mer. Donc ça a été un des premiers problèmes résolus. Le deuxième problème, ça a été que la laitue de mer était tellement bien dans les bassins qu'elle a commencé à sporuler, donc à se reproduire. Et on s'est retrouvé avec de la laitue de mer un petit peu partout, ce qui nous arrangeait pas, puisque les poissons, dans le bassin des poissons, les poissons ne les mangeant pas, ça commençait à boucher un peu les évacuations, donc il fallait intervenir assez régulièrement, laver ces bassins, ce qui stressait les poissons. Et du coup, on s'est dit, il faut trouver encore une fois un prédateur naturel. Et là, j'ai rajouté des petits bigorneaux. Les bigorneaux qui ont finalement nettoyé tout le bassin, qui se sont à leur tour reproduits. Donc on a créé vraiment de la biomasse et puis voilà, les problèmes étaient résolus naturellement. Donc de deux problèmes, on en a fait des solutions et surtout on a encore une fois augmenté la productivité du système. Ouais. À chaque fois qu'on a un souci, moi c'est vraiment l'idée, chaque fois qu'il y a un problème, j'essaie de trouver une biosolution. Ouais. Mais du coup, ces biosolutions, ça veut dire quand même qu'il faut que tu aies en tête un peu comme un espèce de une grammaire, enfin tu vois, un catalogue un peu en te disant si j'ai ça, il y a telle et telle espèce qui vont pouvoir y remédier, ou s'il y a ce problème-là, enfin c'est pas une recette, mais c'est quand même un peu une partition, quoi. Là, c'est ma casquette de biologiste qui me permet de le faire. C'est-à-dire que comme beaucoup de biologistes marins, je suis quand même sensibilisé au fonctionnement du milieu aquatique. Donc voilà, après, c'est comment les imbriquer les unes avec les autres ou les unes après les autres pour que le système soit fonctionnel et pour que ça produise. Mais on se rend pas compte, tu vois, je trouve, de tout le savoir qui est nécessaire en amont du succès de ces combinaisons, tu vois, en fait. C'est pas pif paf pouf, 3 recettes magiques et tu vois, j'imagine que c'est à chaque fois hyper particulier en fonction de l'endroit où t'es, du climat, de 15 000 trucs, en fait. Donc t'es tout le temps, pas en R&D, mais t'es tout le temps en train de trouver le point d'équilibre parfait, quoi, non ? Alors c'est ça, mais c'est exactement ça qui est passionnant en fait, c'est que le vivant ne répond jamais de jour en jour. Là par exemple, on a eu un orage ce matin, je sais que je vais avoir des nouvelles choses qui vont se passer, et là je me languis d'aller au marais pour voir justement quelles sont les réponses du vivant suite à cet orage alors qu'il n'y a pas eu d'eau depuis 2 mois. Donc c'est vraiment passionnant et effectivement il faut tout le temps s'adapter. Pour donner un exemple, dans les marais, à un moment je voulais absolument produire des algues dans un des bassins parce que ça m'arrangeait d'un point de vue technique, on va dire. Et elles n'ont jamais voulu pousser. Et alors que quand je suis arrivé, il y en avait qui étaient naturellement présentes dans un autre bassin. Donc après 3 mois d'acharnement, je me suis dit non, en fait il faut arrêter de contraindre le milieu. Elles ont poussé dans un autre marais, il va falloir s'adapter. Et effectivement, quand j'ai mis en pousse dans l'autre marais, ça s'est mis à partir. Donc l'explication, on peut en trouver, mais moi souvent c'est de façon empirique, c'est qu'il y a sûrement une explication due au fond vaseux qui était différent, qui leur plaisait plus. Voilà, il y avait des points d'accroche, il y a sûrement des raisons qui seraient très longues à trouver, on va dire, si on le faisait de manière scientifique. Mais voilà, la façon la plus simple souvent, c'est de se dire c'est pas comme ça, c'est autrement, et puis voilà, et puis on s'adapte. Ouais, mais en fait, tu vois, ce que tu dis là, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses dans notre société qui ne fonctionnent pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent parce qu'il faut qu'on trouve exactement le pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça fonctionne pas, tu vois. Et une fois qu'on a trouvé seulement, on les met en place. Ce truc de la preuve à tout prix nous empêche, je pense, de déployer de manière beaucoup plus rapide des solutions qui fonctionnent sur le terrain et qui fonctionne aussi avec un espèce non seulement de bon sens, mais aussi, je pense, de relation
sensible peut-être avec votre environnement et qui s'explique pas toujours. Enfin, tu vois, c'est des ressentis, j'imagine, c'est des intuitions, c'est et du coup, enfin, je trouve que c'est vachement chouette qu'on puisse montrer par des preuves de concept comme aujourd'hui tu le fais avec la ferme des Quatre Marais, que voilà, t'as pas forcément peut-être la réponse à tout ce qui se passe dedans, mais en tout cas, ça fonctionne. Et aujourd'hui, c'est hyper inspirant, tu vois, de voir que c'est possible en fait d'avoir cette complexité là mais qui finalement est en équilibre, enfin, tu vois, avec toi dedans qui navigue dans ces incertitudes en permanence, mais en même temps, c'est ça qui fait que ça te challenge tous les jours et que tu es content d'aller voir ton marais, quoi. Enfin... Complètement. Ouais. Après, moi, je pense vraiment qu'on oublie de prendre le temps d'observer les choses. Et enfin, d'après moi, ça fait au moins 50% du travail. Typiquement, dans le vivant, quand on se pose un petit peu, qu'on observe, on voit comment ça se passe, eh ben, on apprend énormément de choses. Et là, Mm. après, nous, on peut s'adapter et se dire, bon, bah, tiens, j'ai vu ça, si je fais ça, ça devrait marcher. Et souvent, c'est le cas. Mm. Et donc toi, du coup, à la fin de toutes ces études que tu fais en tant qu'ingénieur, tu te rends compte que bah, tu arrives à un truc assez dément, qui a une productivité qui est géniale. Et du coup, là, tu prends aussi un peu une décision parce que tu aurais pu faire de la recherche finalement, tu aurais pu continuer ton travail de chercheur. Et voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à plutôt être acteur et agir? Bon, la recherche, je m'éclatais, hein, parce que c'est pareil, c'est tous les jours, on apprend des nouvelles choses, c'est super, c'est vraiment un super travail. Le seul truc qui m'embêtait par rapport, parce qu'on a fait des belles découvertes au moment où on a fait ces expérimentations sur l'aquaculture, là, multitrophique intégrée, et on Mm. avait une productivité qui avait été multipliée par 5 quasiment par rapport à un élevage classique. Et je me suis dit, bah, tiens, là, j'ai mis le doigt sur quelque chose, il faut y aller. Mais le problème, c'est que souvent, entre le moment où un chercheur trouve quelque chose qui va faire avancer les choses et le moment où ça va être utilisé par des professionnels, il se passe souvent une dizaine d'années. Pas Mm. parce que les chercheurs sont longs, mais parce que bah, il faut le temps de publier, enfin déjà de traiter ces résultats, de publier, que ce soit validé, que ce soit ensuite lu. Enfin, voilà, il y a vraiment un temps de réponse qui est assez long. Et je me suis dit, là, les 10 ans, on les a plus en fait, parce que là aujourd'hui, on arrive, enfin, on arrive à un moment où on a plus le temps de faire les choses et il faut produire de la protéine animale, enfin de la protéine, on va dire marine, et de façon écologique. Et c'est Mm. pour ça que je me suis dit, bon, bah tiens, je me lance à mon compte et je vais essayer de recréer ce que j'ai fait et surtout de montrer que c'est possible avec très peu de moyens au départ. Parce que moi, j'ai démarré vraiment à très petite échelle. Mais si c'est possible à petite échelle, bah, l'idée ce sera après finalement l'idée c'est de faire un démonstrateur et qu'après Mm. ça puisse être transféré à des plus grandes entreprises ou même moi on verra peut-être à l'avenir de monter en puissance. Ben, c'est clair. Mais en fait, ce que tu disais juste avant, là, par rapport à la source de protéines, aujourd'hui, on connaît l'impact dramatique de la consommation de viande. On en a parlé dans un précédent épisode avec Antonin Bonnet. Donc aujourd'hui, on est un peu au pied du mur et en se disant, il faut qu'on trouve des alternatives parce que on est nombreux. La seule protéine animale va pas suffire à aujourd'hui enfin, tu vois, nous permettre de vivre bien, en fait. Et aujourd'hui, du coup, cette protéine marine qu'on connaît peu, dans notre culture gastronomique, hein, je parle. Est-ce que du coup, tu peux nous parler aussi des produits justement que tu cultives et des recettes que tu peux proposer, tu vois, et comment c'est reçu aujourd'hui? Alors au niveau des produits, ben, on va commencer par la crevette qui est en haut de la chaîne. Donc la crevette au départ, c'est une petite crevette hein, qui fait 4 à 5 cm, elle ne devient pas plus grande. Et au départ, c'est vrai que je suis allé la proposer aux poissonneries de l'île de Ré parce que l'idée c'est de rester quand même dans du local et surtout de livrer du vivant. Ça Mm. permet quand même d'avoir un produit, quand on a du vivant sur l'étal, on sait que c'est frais. Moi, je les pêche le matin et je les livre dans la foulée, donc ça évite le stockage en frigo ou en congélateur. C'est du stockage vivant, donc il y a moins de pertes énergétiques. Et donc au départ, il y a certains poissonniers m'ont dit ah, c'est petit, oui mais c'est la crevette du marais, machin. Et il y en a quelques-uns qui ont joué le jeu. Et ceux qui ont joué le jeu, les ventes au début étaient assez minces finalement, parce que tout simplement les gens ne connaissaient pas ou avaient oublié. Parce que c'est Mm. des crevettes qui étaient pêchées par les anciens dans les marais. Elles sont vraiment excellentes. Hein. Elles ont un petit goût sucré. Enfin, elles sont vraiment très très bonnes. Et c'est vrai que c'est un peu des produits oubliés ou peu. Enfin, comme il y en a peu à la commercialisation, c'est
pas vraiment valorisé aujourd'hui. Et là, maintenant, c'est les poissonniers qui m'appellent pour en avoir. On se bouscule pour en Ouais, avoir. ouais. C'est trop bien. Ça a changé de. Là, ils me disent, mais Yves, quand est-ce que tu m'en amènes? Parce que j'ai de la demande des clients. Donc, une fois qu'ils ont goûté, souvent, on a des a priori, et puis finalement, ça passe. Et après, au niveau des algues, ça a été un petit peu pareil. Alors, les algues, nous, effectivement, on n'a pas la culture en France où. Ils l'ont en Bretagne, mais le reste de la France, on l'a très peu pour l'instant. Très peu. Cette culture de manger des algues, alors que c'est excellent et pour la santé et au niveau gustatif. L'idée de départ, ça avait été de faire de l'algue séchée. Mais c'est vrai que les gens se retrouvent avec leur sachet d'algues et des fois ont du mal à faire des recettes séché, avec. c'est quoi? C'est déshydraté? C'est déshydraté, oui. Ça permet de conserver beaucoup de nutriments et surtout de conserver les algues plus de 2 ans. Et encore une fois, sans frigo, sans grand-chose. Low-tech, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Et finalement, je me suis aperçu qu'au niveau commercialisation, c'était un petit peu compliqué. Et du coup, j'ai développé des recettes de tartare d'algues. Donc là, il y a 50% d'algues, ce qui est beaucoup pour un tartare. Parce que l'idée, c'est de vendre des algues et pas du coproduit. Et il y a 3 recettes. Donc une recette algues salicorne, algues tomates séchées et algues miel. Et en fait, en proposant ça, donc c'est dans des petites conserves, dans des petits pots en verre qui sont faits pour l'apéro ou pour un accompagnement. Et là, du coup, les gens, le fait d'acheter quelque chose de déjà préparé, ils vont plus facilement. Et en général, une fois qu'ils ont goûté, ils reviennent. Donc là, c'est pareil, c'est plutôt intéressant. C'est trop bien. Et puis du coup, en plus, le fait d'utiliser, j'imagine, le vinaigre de cidre, citron, etc., fait que t'as pas de conservateur. Enfin, t'as vraiment un truc qui est... C'est 100% naturel, oui. C'est l'acidité du produit et la pasteurisation qui permettent de conserver l'aliment. Donc ça évite on conserve un maximum aussi de nutriments, ce qui était important à mes yeux. C'est fou parce que l'algue, en fait, elle se retrouve à plein d'endroits, alors que tu vois, c'est des endroits parfois un peu improbables. Parce qu'elle a des propriétés démentes et du coup je trouve que ça vachement bien. Puis en plus quand tu dis toi que c'est quelque chose qui est assez sa capacité de production est aussi bonne, c'est pas un truc on n'est pas là à ramer pour qu'elle pousse, tu vois. C'est quand même vachement chouette quoi. En fait là c'est en général quand on veut s'en débarrasser elle pousse et quand on veut la produire elle disparaît. Mais une fois qu'on a trouvé le bon équilibre, justement, moi j'ai mis quelques années quand même, mais effectivement ça pousse bien. Et il y a autre chose aussi, c'est que l'algue va capter beaucoup de carbone. Ça va être aussi quelque chose qui finalement une production qui est bonne pour l'environnement, qui a un impact positif. Donc en dehors de tous ces bienfaits, on va dire pour l'être humain, elle a un bienfait aussi pour la planète. Non mais c'est vachement bien. Et tu sais, j'aime bien et ça me touche, tu vois, d'avoir des invités comme toi qui en fait alignent aussi leur conviction personnelle avec ce qu'ils font et la manière dont ils gagnent leur vie, etc. Et il y a quelques temps, là, j'ai découvert un mot que j'aime bien qui s'appelle la congruence. Et en fait, c'est ça, c'est quand on est aligné et qu'on est cohérent entre nos pensées, nos ressentis, nos paroles et nos actions. Et je trouve ça vachement inspirant, tu vois, des gens comme toi qui aujourd'hui, je sais pas comment d'ailleurs toi tu t'es peut-être pas encore trop posé la question de transmettre, mais tout ce que tu pendant là ces 4 dernières, parce que oui, ça fait depuis 2018 que tu fais ça, c'est ça, depuis ces 4 dernières années. J'imagine que tu as engrangé plein de savoirs et des choses qu'il va falloir à un moment donné que tu partages, tu vois, que tu restitues. Alors là, tu les partages parce que on va évidemment avoir envie d'être sensibilisé sur le goût, sur les produits qu'on va peut-être avoir envie d'acheter, de goûter en tout cas. Et tu t'es posé la question peut-être de comment est-ce que tu vas essayer de transmettre tout ce que tu apprends? Est-ce que c'est... Alors moi, il y a aujourd'hui, il y a une transmission déjà directe. C'est mon fils qui a 7 ans. Il aime bien venir sur le marais et j'essaye de lui apprendre un petit peu ce que je sais. Bon, ça reste très local encore. Mais moi, aujourd'hui, j'ai un souci, c'est qu'au plus j'apprends de choses, au plus j'ai l'impression d'être ignorant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, justement, que j'ai des petits verrous que j'arrive à déverrouiller, je trouve qu'il y a d'autres choses, il y a encore plus de choses derrière. C'est un peu comme dans le monde de la recherche, clairement. Au plus on cherche, au plus on avance, au plus on se dit, mais il y a des choses à chercher. Et c'est vraiment une histoire sans fin. Bah oui, mais parce que tu vois, je me dis, tu sais, on avait reçu là dans ce podcast Perrine de la ferme du Bec et Loin et enfin voilà, il y a plein de fermes aujourd'hui qui font des formations, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit qu'il y a un vrai
enjeu de formation qui pointe son nez, parce qu'en fait, voilà, il y a plein de gens qui vont arrêter de faire d'anciennes pratiques et il faut commencer à embarquer les gens, en tout cas pour celles et ceux qui, comme toi, sont déjà un peu plus en chemin que tout le monde, enfin, tu vois, que les autres, dans cette direction plutôt lumineuse et positive, quoi. Donc, Après, pour moi, ouais. la première chose, c'est déjà de faire découvrir l'existence même de techniques de techniques virtueuses. Et à travers les médias, justement, c'est un bon moyen de faire connaître ces techniques-là. Carrément. Alors, tu sais que ce podcast s'appelle Où est le bon et que je demande à tous mes invités de nous partager leur définition du bon. Alors, Thomas, est-ce que tu peux nous dire ce que le bon t'évoque et représente pour toi? Alors ça va peut-être être un peu bateau ce que je vais dire, mais pour moi le bon déjà il y a une partie gustative qui est certaine. Donc ça c'est, enfin comme tout le monde, il faut que ce soit bon à notre goût parce que le goût est très très différent pour tout le monde. Donc proposer des choses aussi assez différentes. Mais je pense de plus en plus il faut se tourner vers le côté aussi apport nutritionnel. C'est-à-dire qu'on peut manger des choses qui sont très bonnes. Mais qui finalement nous apportent rien, voire sont néfastes pour nous. Enfin, on le voit avec les produits industriels où c'est plein de sel, plein de sucre, donc forcément c'est bon à notre goût, mais pas bon pour la santé. Et il y a aussi, depuis quelques années, les gens l'ont bien compris, il faut que ce soit aussi bon pour l'environnement, c'est-à-dire qu'on limite, il faut vraiment limiter nos impacts aujourd'hui sur l'environnement, le plus possible. Après, on a tous nos torts, mais je pense que voilà, il faut vraiment essayer de s'approvisionner chez des gens qui essayent de faire les choses bien pour l'environnement. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut goûter tes produits? Alors moi, je suis principalement sur l'île de Ré, donc il faut venir en vacances sur l'île de Ré. Donc dans différents magasins, circuits de distribution. Après, il y a un client qui est My French Épicerie qui distribue sur Internet, donc vous pouvez les retrouver sur leur site. Et voilà, de plus en plus, je vais essayer de développer ça. Et après, j'ai un magasin de producteurs aussi sur La Rochelle pour les gens qui veulent pas traverser le pont de l'île de Ré. Ok. Et les magasins de producteurs, du coup, c'est quoi? C'est un peu comme c'est des coopératives? Comment ça fonctionne? Alors, pas tout à fait. Le magasin de producteurs, en gros, c'est du dépôt-vente. Donc, il y a plusieurs producteurs. Là, les deux magasins dans lesquels je suis, leur choix politique, ça a été de proposer à la vente des produits de producteurs qui sont présents à moins de 100 km. Génial. Donc pour avoir quelque chose de local. Et chacun amène ses produits. Le magasin gère la vente, l'encaissement, tout ça. Et nous, on fait tout simplement du réassort régulièrement. Et on a des jours de présence puisque légalement, c'est obligatoire qu'il y ait un producteur sur place pour la vente. Et puis ça permet aussi aux clients d'échanger, ce qui est assez intéressant. Ouais, et puis toi, ça te permet ces permanences là que vous devez faire, je pense que ça s'est transformé d'une contrainte. On aurait pu voir ça comme une contrainte peut-être au début, en quelque chose où aujourd'hui tu as un rapport direct et privilégié avec des gens qui goûtent qui achètent tes produits, puis qui mieux que toi pour en parler, tu vois, à un moment donné, c'est quand même... Ouais, c'est ça, il y a ce côté-là qui est vraiment sympa d'avoir le client en direct, parce que souvent, moi, je suis un peu coincé dans mon marais, je vois personne. Et après, donc, il y a ce côté clientèle qui est sympa, il y a aussi le partage avec les autres producteurs, puisque le but, c'est quand même de pouvoir discuter, on se retrouve des fois au café, voilà, et on peut s'entraider sur certains points. Et est-ce que du coup, là, tu as créé cette chaîne, toi, qui te va bien avec tous les produits dont tu nous as parlé. Est-ce que bientôt, dans tes projets, c'est de pouvoir cultiver d'autres produits ou en fait, finalement, ça va rester comme ça jusqu'à ce que tu aies peut-être un autre problème qui surgisse et donc, du coup, une bioremédiation à mettre en place? Comment tu vois un peu tes futurs projets? Alors moi le problème c'est que j'ai un peu 10 projets à la minute donc et puis c'est une nécessité en fait, dès que ça marche je trouve ça bien, mais il faut que je trouve autre chose je crois que j'aime bien avoir des ennuis, donc des ennuis techniques on va dire, mais en fait l'avantage de l'aquaculture multitrophique intégrée, c'est que ça a vraiment pas de limite. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je produis à peu près 6 espèces, animales et végétales confondues, et aquatiques et terrestres confondues, mais je pourrais en rajouter au moins autant.
Après, c'est trouver qui mettre dans la bonne case, on va dire. Mais c'est vraiment sans limite. Là, je suis en train de découvrir, parce que moi, c'est pareil, encore une fois, je découvre jour après jour de nouvelles choses. Au niveau terrestre, je connaissais pas grand-chose en arrivant sur l'île. Et là, je découvre de plus en plus les plantes, ce qu'on appelle halophytes, donc qui sont tolérantes à l'eau de mer. Donc, c'est des plantes terrestres qui sont présentes sur le bord du marais. Et il y en a qui ont des propriétés gustatives qui sont extraordinaires. Donc on parle souvent de la salicorne, parce que ça c'est quelque chose qui commence à être connu, mais on a la blette maritime qui est très bonne, on a la fosse Christ linule, là que je suis en train de faire des essais, moi je la fais sécher, et c'est un mélange d'herbes de Provence, de Christ marine, en goût c'est extraordinaire. On en met un tout petit peu et le plat, ça remonte, ça rehausse le plat, c'est vraiment fantastique. Donc là je m'oriente en ce moment un petit peu vers le végétal terrestre, puisque toujours présent dans le marais, hein, bien sûr, parce que c'est quelque chose que je connais pas et du coup ça me stimule un peu. Mais voilà, après au niveau aquatique, je pourrais rajouter des concombres de mer, je pourrais rajouter des acidis, je pourrais faire du poisson. Vraiment c'est sans limite. Sans limite. Là, c'est la limite de l'être humain après. Ouais, c'est le champ des possibles, quoi. Ouais, c'est trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Thomas pour tous ces partages hyper enthousiasmants. Je sais pas comment dire. Voilà, je trouve que c'est le mot. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.